Bonjour, vous êtes sur Décideur TV pour une émission Lex Inside spéciale sur la confidentialité des avis des juristes d'entreprise avec l'AFJE, le Cercle Montesquieu et l'ANJB. On débute tout de suite cette émission avec Jean-Philippe Gilles, président de l'AFJE. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de nous recevoir. Alors, le Sénat vient d'adopter un amendement au projet de loi de justice qui institue la confidentialité des avis des juristes d'entreprise dans certaines conditions, de diplôme, de formation, et également à l'exclusion de matières fiscales et pénales. Est-ce que c'est des conditions satisfaisantes pour vous d'instaurer ce principe de ce legal privilege à la française dans ces conditions? Oui, alors c'est très important de rappeler d'abord qu'il y a eu tout un travail mené par la chancellerie. Il faut absolument saluer l'initiative du garde des Sceaux et de ses services pour réfléchir à ce sujet. Et lorsque nous nous étions vus au Grenelle du droit, je vous avais dit qu'effectivement, ça n'était pas dans la loi, parce que la loi vise des sujets qui sont bien plus globaux et bien plus importants pour la restauration du service public de la justice, mais que néanmoins, le sujet était bien sur la table. Et donc, nous avons travaillé ensemble sur ce texte. Quand je dis ensemble, c'est avec la chancellerie, mais aussi avec nos amis avocats, puisque vous savez que nous sommes dans un écosystème et que nous devons en tenir compte. Et précisément, c'est une solution à la française. C'est-à-dire que c'est une approche de la confidentialité, j'ai eu le cas d'ailleurs de la présenter à plusieurs reprises, qui se focalise sur le document, sur le travail du juriste d'entreprise, et non pas sur la personne du juriste d'entreprise. Donc ça, c'est très important pour nos amis avocats, parce qu'effectivement, nous pouvons comprendre qu'il puisse y avoir quelques réticences sur la possibilité de la création d'une deuxième profession réglementée ou d'une nouvelle profession réglementée. Ça ne sera absolument pas le cas. Donc on a une solution qui est, je dirais, French Touch, qui a été travaillée ensemble. Et évidemment, la question, ça a été de la replacer dans le cadre de la loi. Donc, il y a eu cet amendement porté par le sénateur Marseille, qui, de son point de vue, là, défend une vision très positive de la souveraineté française, de la défense des entreprises. C'est très important. Et qui, évidemment, a abordé le sujet par l'angle de la conformité, parce que c'est ça qui nous importe au premier chef. C'est pas trop restrictif d'avoir l'angle de la conformité ? On peut toujours espérer mieux. Et si nous faisons un exercice de droit comparé, les situations sont très différentes et variées de l'Angleterre à l'Allemagne, en Suisse, en Belgique ou en Espagne, si on prend des pays limitrophes. Mais ce qui est important, c'est de tenir compte des réalités de l'écosystème français. Donc nous savons que le fiscal doit être écarté. Sur le pénal, si on parle de pénal ou de procédure pénale, ce sera un vaste débat, on reviendra pour préciser tout cela. Il y a aussi une question. Mais pour nous, le cœur du sujet, pour les juristes d'entreprise, c'est la conformité. Pourquoi ? Parce que le législateur a généré un véritable choc de conformité dans les entreprises depuis 15 ans, avec un certain nombre de législations, RGPD, loi Sapin, concurrence, devoir de vigilance. Et finalement, l'État nous a transféré à nous, entreprises et juristes d'entreprise, ce travail qui n'est pas un travail d'entreprise au départ, c'est presque plutôt une mission citoyenne, de mettre en forme tout ça. Ça a des coûts, les entreprises les assument, pas le contribuable, et ça nécessite que les juristes établissent des diagnostics. Or, nos diagnostics doivent être protégés. C'est l'évidence. La confidentialité de nos avis, elle est consubstantielle à la conformité. On ne peut pas vouloir mettre en place une conformité, demander aux entreprises de le faire et d'avoir des personnes dont les écrits comportent un risque d'auto-incrimination. Je rappelle que l'auto-incrimination est interdite en droit, au plus haut niveau des conventions. Et l'enjeu aussi, c'est un enjeu de souveraineté, de compétitivité par rapport à d'autres pays qui ont ce legal privilege ? Bien sûr, nous sommes aujourd'hui dans une période où, tout le monde le sait, nous allons rentrer dans une période extrêmement régulée du fait de la transition climatique, du fait de la révolution digitale. Et comme les ressources vont se raréfier, nous allons avoir des tensions entre États de plus en plus fortes. Or, si nous ne sommes pas protégés, si nos écrits ne sont pas protégés, encore une fois, ce ne sont pas les juristes, si nos écrits ne sont pas protégés, nos entreprises sont à risque. Elles constituent des cibles. Donc on parle toujours des cyberattaques, mais l'arme légale, ce qu'on appelle d'ailleurs le lawfare, est une réalité aujourd'hui. Et donc il est absolument indispensable que la France soit
fassent jeu à armes égales avec leurs compétitrices, avec les États compétiteurs. Pour revenir au texte adopté, est-ce que vous êtes confiant pour la suite à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il va rester en l'état? Est-ce qu'il peut être amélioré d'ailleurs? Non, je pense qu'il sera amélioré. D'ailleurs, le garde des Sceaux a pris position sur le sujet et je crois que c'est tout à fait sage. Ce texte est arrivé sous l'angle de la formation. Et il doit être effectivement développé pour offrir notamment les garanties nécessaires vis-à-vis de nos amis avocats, également pour rassurer les autorités indépendantes qui, effectivement, n'ont pas l'habitude de fonctionner avec ce système qui, ceci dit, est un système qui fonctionne partout ailleurs, dans toutes les grandes démocraties. Ça ne les empêchera pas de faire leur contrôle? Non, ça rendra peut-être leur contrôle, je veux dire, un tout petit peu plus lent, mais c'est normal. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Lorsque nous travaillons, nous discutons avec elles, et lorsque nous leur demandons pourquoi ça pose véritablement problème et quelles seraient les solutions, nous n'avons pas toujours la réponse. Moi, je constate simplement que cela fonctionne dans tous les États qui ont mis en place le legal privilege. Les autorités ne sont pas empêchées, elles font leur travail. Et puis, il faut quand même, avoir une vision claire du travail des juristes d'entreprise. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes 20 000 professionnels qui, finalement, opèrent un travail de prévention, d'accord, des comportements déviants. Notre travail, c'est de conseiller l'entreprise pour qu'elle prenne des risques, parce que le risque fait partie de l'entreprise. Un entrepreneur qui ne sait pas prendre de risques ne se développe pas. Et nous, notre travail, c'est de l'aider à prendre des risques dans le respect des règles. Donc, notre travail, c'est de faire de la prévention des risques. Du coup, les autorités doivent se concentrer sur, évidemment, les sanctions, parce que c'est nécessaire, bien évidemment. Mais il y a combien de sanctions? Il y a combien de contrôles? Je veux dire, pour 1, 2 ou X% de situations pathologiques, il y a un grand pourcentage de situations où tout se passe bien, et tout se passera d'autant mieux que les juristes d'entreprise vont pouvoir faire ce travail de diffusion du droit dans l'entreprise de manière libre et protégée, et de façon à ce que les opérationnels puissent venir nous voir en confiance. Donc, il n'y a pas lieu à s'inquiéter pour les autorités? Non, au contraire. Permettre aux juristes d'entreprise de faire leur métier, d'abord, c'est la première chose, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire correctement. Encore une fois, il faut être cohérent. On ne peut pas demander à l'entreprise de mettre en place la conformité et de ne pas donner aux juristes l'outil qui permet de le faire. Donc déjà, il y a cette cohérence. Mais c'est bon pour le marché du droit, parce que nous allons avoir de plus en plus de normes à intermédier. Et donc, qui dit plus en plus de normes, dit besoin aussi d'avoir des échanges techniques avec nos amis avocats. C'est fondamental. Donc, quelque part, on va accroître le marché du droit. Et puis, sur le plan, je dirais, du contrôle, de la sanction même, les autorités auront des mécanismes qui leur permettront, s'il y a une... Je rappelle que la fraude corrompt tout en droit français. Il y aura des dispositions qui leur permettront d'agir. Donc, je crois que, véritablement, tout le monde doit essayer d'aller dans le même sens. Et ce sens, quel est-il? C'est celui de la souveraineté économique à travers la protection de nos entreprises sur des sujets qui peuvent les mettre à mal dans la compétition économique mondiale. Et le legal privilege, ou la confidentialité des avis des juristes d'entreprise, la périphrase française est un peu longue, mais nous allons rester dans la langue de Molière. Pour vous, c'est une nécessité, on a compris. Oui, c'est une nécessité. D'ailleurs, les juristes d'entreprise ne comprendraient pas aujourd'hui, clairement, qu'il y ait un refus sur le sujet. Ce serait un manque de vision totale de la réalité économique qui se joue. Donc, nous sommes confiants. Bien sûr, il faut travailler le texte. Bien sûr, les différentes parties prenantes s'exprimeront. C'est le jeu normal de la démocratie au Parlement. Nous sommes contents déjà que ce sujet soit allé devant la représentation nationale. Nous sommes à la disposition de nos représentants pour expliquer le texte, pour le bâtir. Encore une fois, il y a eu un très gros travail déjà de fait grâce à la chancellerie. Donc oui, nous sommes confiants. On va conclure là-dessus. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit l'émission Lex Inside et je suis en compagnie de Martial Houle, président du Cercle Montesquieu. Martial Houle, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors le Sénat a adopté un amendement instaurant la confidentialité des avis des juristes d'entreprise sous certaines conditions. Pourquoi est-ce une avancée ?
C'est une avancée majeure, c'est même une avancée historique. Ça fait plus de 20 ans que les juristes d'entreprise se battent pour obtenir ce principe. Quand on parle de principe, c'est pas tant un principe juridique qu'un outil de travail. C'est un outil fondamental pour défendre les intérêts de nos entreprises, pour garantir la défense des intérêts de nos entreprises surtout, dans un monde où la souveraineté économique de ces entreprises devient stratégique, face aux normes étrangères qui, le cas échéant, peuvent engager la responsabilité de l'entreprise française, et face à un environnement de conformité qui a substantiellement évolué, pour le dire poliment, depuis une dizaine d'années, avec une accélération depuis 3-4 ans. Et ces normes de conformité ont profondément modifié le travail des juristes et leur positionnement dans l'entreprise. D'un rôle d'alerte ou de prévention d'un risque indemnitaire à l'occasion d'une négociation ou d'une inexécution d'un contrat, qui était 80 ou 90% du travail des juristes, quelle que soit la nature du contrat, une opération de fusion-acquisition ou un contrat de distribution, par exemple. Nous avons conservé évidemment cette partie-là, ce champ-là de responsabilité, mais le monde de conformité qui s'impose aujourd'hui, et elles sont quand même multiples, on y reviendra probablement, nous parlons, nous, de choc des conformités, impose au General Counsel d'appliquer dans leur entreprise une alerte permanente du risque d'infraction pour ne pas engager la responsabilité et de l'entreprise et de ses mandataires sociaux. Et quand on parle d'infraction, on parle d'infraction, le cas échéant, sanctionné pénalement. Donc ça reconditionne, ça rebelote complètement la manière dont nous devons travailler. Il n'est plus acceptable aujourd'hui, dans ce monde de multiconformité, l'autorité de la concurrence, l'autorité anticorruption, l'autorité des marchés financiers, la CNIL, les autorités de régulation sectorielle dont on ne parle jamais, mais tous les marchés ont quasiment une autorité de régulation sectorielle et chaque autorité veut faire son travail, ce qui est normal, qui est un travail de contrôle. Vous rajoutez à ça les services centraux de l'État, le Trésor, les douanes. Bon, on a une foultitude, vous rajoutez Tracfin, on a une foultitude aujourd'hui d'autorités administratives indépendantes ou d'autorités de l'État centralisées qui peuvent venir contrôler, qui imposent des programmes de conformité aux entreprises. Quel juriste accepterait demain d'écrire quelque chose et de s'auto-incriminer, et voire d'auto-incriminer l'entreprise sans être jamais protégé? Donc pour vous, c'est une nécessité absolue? C'est une nécessité absolue, sinon nous n'aurons pas d'autre choix que de revoir un tout petit peu ou de revoir le champ de responsabilité que nous entendons revendiquer et appliquer. Alors vous avez cité les autorités de contrôle, elles opposent justement à ce legal privilege à la française le fait qu'elles ne pourront pas mener leurs enquêtes sereinement. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées fausses. On comprend la volonté des autorités de contrôle de faciliter leur contrôle. C'est le principe même d'une perquisition, d'une visite d'une autorité administrative indépendante. C'est le principe. Donc on comprend ce souci-là. Déjà, parlons-en. On n'a jamais pu en parler réellement. Depuis 15 ans, on nous oppose un refus de principe. Moi, j'ai tendance à considérer quand même que ça devient compliqué de nous opposer un discours du XXe siècle quand depuis 10 ans, le contexte réglementaire dans lequel les entreprises évoluent a complètement changé. Donc il faut en tenir compte de ce changement-là. On ne peut pas se contenter d'un nom de principe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on parle de contrôle, on parle de 1% des entreprises françaises qui sont contrôlées. Pour vous, c'est marginal. Mais évidemment que c'est marginal. On n'est pas en train de se dire, ou alors on se dit que toutes les autorités, toutes les entreprises, sont des entreprises délinquantes. Alors dans ces cas-là, on ne fait plus que du contrôle. Il n'y a plus besoin de nous. Dans ce cas, c'est des gendarmes que l'on mettra dans les entreprises. Ça devient un peu ridicule. C'est pas ça le propos. Je crois que face à ce besoin que l'on peut entendre de faciliter, mais nous souhaitons en parler, de faciliter les contrôles des autorités de contrôle, ça n'a jamais été un sujet pour nous. Nous disons-nous simplement que dans notre rôle de prévention, d'une infraction, dans tous les champs de conformité, nous souhaitons pouvoir écrire, parce qu'un écrit a plus de valeur qu'un oral, on sera beaucoup plus écouté en interne pour éviter la commission de l'infraction. C'est un principe d'efficacité de la loi que nous défendons. Nous aimerions bien être rejoints par les différentes autorités sur ce principe-là. Je pense même que si on aborde le sujet comme ça, on devrait pouvoir se rejoindre. Parce qu'on ne peut pas considérer que empêcher ceux qui ont en charge l'éthique, la mise en œuvre des programmes de conformité dans l'entreprise, le fait que ces programmes vivent, il ne s'agit pas de dire il faut faire un programme, il faut le faire vivre ce programme-là, il faut qu'il soit efficace. Si nous ne les mettons jamais en œuvre, parce que nous ne pouvons pas écrire, ça ne marchera pas. La loi ne s'appliquera jamais.
Et pour vous, l'amendement voté, c'est une position d'équilibre, à savoir l'exclusion des matières fiscales et pénales du legal privilege à la française? L'amendement, déjà, c'est une première historique, et cet amendement, il faut au moins saluer le courage politique de ceux qui l'ont porté. Moi, je crois qu'on peut se féliciter d'avoir des hommes politiques qui comprennent l'intérêt général, parce que ce que nous revendiquons, c'est une mission d'intérêt général. Quand on parle d'effectivité de la loi, c'est une mission d'intérêt général. Donc, je pense qu'on doit déjà se féliciter de ça. Ça veut dire que le discours que nous portons, et le Cercle Montesquieu n'est pas tout seul, la FJE, l'Association nationale des juristes de banque également, donc les plus grosses associations de juristes d'entreprise sont réunies aujourd'hui sur ce même combat. Nous tenons la même position, ce qui est aussi historique, et nous revendiquons aujourd'hui ce principe. Il sera discuté. L'amendement au Sénat, il pose au moins le principe. Il a ce mérite-là de poser le principe. Il a eu le mérite de créer ce débat-là que nous avons depuis 15 jours avec le gouvernement, avec les différentes autorités, avec des parlementaires également, même entre nous, y compris d'ailleurs avec nos confrères avocats. Le texte évoluera probablement. Il sera plus précis probablement. On devra peut-être renoncer à certains principes, pas à tout. Mais vous croyez qu'il peut aboutir à l'Assemblée nationale? Il peut rester sinon, au moins à l'identique. Vous savez, nous, on vit dans l'espérance sur ce sujet-là. Donc, nous n'abandonnerons pas. Je crois que tout le monde a bien compris que notre volonté était farouche. Nous sommes excessivement déterminés parce que nous sommes pas loin d'un point de rupture. Il y a 20 000 juristes d'entreprise dans ce pays qui attendent une réponse. Et ces 20 000 juristes d'entreprise réclament simplement le droit de travailler correctement et de bénéficier des outils nécessaires pour faire leur travail et assumer leurs responsabilités. C'est ça notre sujet. On ne peut pas demander, dans le cadre de son devoir d'alerte, à un juriste d'engager sa responsabilité pénale le cas échéant, s'il viole par exemple une confidentialité, et ne pas lui être couvert par la confidentialité de ses avis. Il y a une question d'équilibre dans tout ça. Dans tous les grands pays de droit, la France est le dernier pays à ne pas s'être doté. En Belgique, c'est depuis le 1er juin. Dans tous les grands pays de droit, le pendant des principes de conformité, c'est le legal privilege, c'est la confidentialité des avis des juristes d'entreprise. C'est de ça dont nous parlons. Pas d'autre chose. Hein. On n'est pas en train de se dire que c'est un secret professionnel façon avocat. On est en train de se dire que c'est une confidentialité in rem et nous confidentialisons les avis des juristes d'entreprise. Ce n'est pas attaché à la personne, c'est attaché à l'acte. Donc, ce n'est pas une profession réglementée concurrente, pour être clair. Absolument pas, et je pense qu'il ne faut pas fantasmer non plus sur le texte. Le texte ne dit jamais que c'est une profession réglementée, le texte n'aborde pas le sujet et nous ne nous battons pas pour ça aujourd'hui. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup Arnaud. Vous êtes toujours sur Décideur TV. On poursuit l'émission Lex Inside dédiée à la confidentialité des avis des juristes d'entreprise avec Céline Aïkiousis, présidente de l'Association nationale des juristes de banque, l'ANJB. Céline, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'ANJB ? Alors l'ANJB, c'est l'Association nationale des juristes de banque. Elle rassemble l'ensemble des professionnels de droit exerçant dans le secteur bancaire et a parmi ses missions de défendre les droits et statuts des professionnels que sont les juristes de banque, qui représentent environ 15% de la population globale des juristes d'entreprise en France. Alors, vous venez d'adhérer au code de déontologie des juristes d'entreprise. Pourquoi adopter cette démarche ? Ça a été très important parce que dès sa création en 1969, l'ANJB a pris une position en faveur de la promotion de la confidentialité des avis des juristes d'entreprise. C'est d'ailleurs, je le dis au passage, tout à fait naturellement qu'elle se mobilise sur le sujet aux côtés de l'Association française des juristes de banque et du Cercle Montesquieu. Mais plus précisément, et notamment dans cette optique, et parce que dès l'origine, elle a promu des règles de déontologie afin de permettre aux juristes de banque d'exercer professionnellement, de garantir en fait un exercice responsable et éthique, qu'il lui a semblé important aujourd'hui d'adhérer au code de déontologie des juristes de banque qui est déjà signé par la FJE et le Cercle Montesquieu. Ceci a été annoncé tout à fait récemment, je le dis au passage, nous avons fait cette annonce le 7 juin dernier. Alors, vous êtes à l'initiative de l'amendement avec la FJE, le Cercle Montesquieu, donc amendement au projet de loi justice
pour instaurer le legal privilege à la française. Pourquoi c'est important pour les juristes de banque? Nous pensons que ce legal privilege à la française, qui est une protection des avis des juristes d'entreprise dit in rem, qui s'applique à la fois en fait sur les avis internes et seulement internes, et in rem, c'est-à-dire attachés aux documents émis par le juriste d'entreprise, non pas à sa personne ou son statut, est la solution. La solution, eh bien, tout simplement parce que les entreprises françaises en ont besoin. Elles en ont besoin pour plusieurs raisons. D'abord, pour atteindre l'égalité, si je puis dire, des armes face à leurs homologues étrangers dans le droit à leur défense. Il faut ici souligner qu'il est évidemment question de souveraineté économique de la France, de compétitivité dans un environnement que l'on connaît très exacerbé de rivalité économique mondiale, mais plus précisément aussi de développement de pratiques juridiques et procédurales de plus en plus extraterritoriales. D'aucuns craignent l'apparition d'une profession concurrente, je pense notamment aux avocats. Que pouvez-vous leur dire pour les rassurer ? D'abord, je tiens à rappeler que les juristes d'entreprise et donc les juristes de banque sont complémentaires aux avocats. Nous ne sommes pas concurrents, nous sommes complémentaires et nous avons un client commun qui est l'entreprise. C'est la première chose que je souhaitais rappeler. Mais plus précisément, en réalité, les juristes d'entreprise dans les entreprises sont organisés depuis très longtemps en filière. Et cette organisation en filière leur permet d'assurer que les valeurs éthiques que je rappelais, les valeurs de professionnalisme sont assurées, sont garanties. Et cela vaut pour l'indépendance d'esprit, mais aussi pour la formation continue des juristes. Et nous faisons tout ça depuis très longtemps sans que nous ayons besoin de nous organiser en profession réglementée. Et je crois que c'est cela qu'il faut rappeler. Nous ne demandons pas que soit réglementée la profession de juriste d'entreprise. Nous demandons que nos entreprises puissent bénéficier de cette protection pour laquelle, finalement, la France se retrouve un peu l'exception parmi les grandes puissances économiques mondiales à ne pas le reconnaître aujourd'hui. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.